que la raison qui vous a amené ici, c'est aussi pour entendre l'un de nos pros à l'apéro. Et on en a un avec une magnifique feuille de route à vous faire entendre ce soir. Mais d'abord, permettez-moi de vous présenter le président de la Chambre de commerce de Charlevoix, M. Julien Dufour. Merci beaucoup. Merci, Julie. Alors, écoutez, au nom de la Chambre de commerce de Charlevoix et de Mme Joanne Côté, notre directrice générale, qui est toujours fidèle au poste habituellement à ses activités, qui s'est envolée aujourd'hui pour quelques semaines de vacances, des semaines de vacances très méritées. Alors, j'aimerais quand même souligner la présence de quelques-uns de mes confrères administrateurs à la Chambre de commerce. Je vois M. Mathieu Simard là-bas d'Habitat Construction. Allô, Mathieu. J'ai vu M. Daniel Poitras d'Espace Saint-Étienne qui est avec nous. M. Jacques Lévesque, directeur général de l'ATR, qui nous a annoncé de très beaux résultats ce matin. Je le sens très fier, un sourire de vainqueur aujourd'hui. Bravo, Jacques. Excellent travail avec ton équipe. Alors, chers amis, écoutez, la Chambre de commerce a mis en place cette activité-là qui se veut avant tout une activité de réseautage il y a déjà quelques temps. Et je dois vous dire qu'on est très fiers du résultat et surtout très fiers ce soir de vous présenter un pro à l'apéro de fort calibre. Alors, on parle de M. Bruno Labbé que vous connaissez sans doute. Monsieur Labbé, qui est naturellement d'une famille de bâtisseurs, une famille de promoteurs, une famille qui a marqué sans aucun doute l'histoire depuis plusieurs générations de Baie-Saint-Paul, qui continuera, j'en suis convaincu, de la marquer pour les générations futures, parce qu'il y a une belle relève, je crois, Bruno, qui se pointe à l'horizon. Alors, on est très heureux, d'autant plus que Bruno, je sais pertinemment que son agenda professionnel est très chargé. Il a, malgré tout, accepté généreusement de donner son temps au profit de notre communauté, encore une fois. Je sais qu'entre autres chapeaux au niveau implication communautaire, il préside avec grand succès, d'ailleurs, je vois Mme Bellé qui est là, Réseau Charlevoix, alors une corporation... J'allais dire qu'il y a le vent à voile, mais on parle d'un train. Alors, ça ne serait pas très pertinent. Bruno? Il y a le train sur les rails. Le train sur les rails, exact. Alors, bravo. Alors voilà, sans plus tarder, ce que je voudrais aussi dire, bien sûr, sur le plan financier, on a besoin, comme vous le savez, pour assurer la présentation, la portion financière de ces pros à l'apéro, de ces belles activités-là. On a un présentateur et ce présentateur-là est fidèle, est avec nous depuis le tout début. On parle de M. Benoît Côté, comptable agréé, et son bureau. Alors, merci infiniment, Bruno, pour ta participation. Benoît. Benoît, je suis Bruno. Il y a trop de B dans mon affaire, alors encore une fois, je m'excuse. Benoît Côté, merci. C'est très gentil de ta part. Alors voilà, sans plus de préambule, j'aimerais vous inviter à être très attentifs parce que nous avons Bruno qui va nous faire son allocation, une allocution qui sera, j'en suis convaincu. Je peux vous faire une allocation aussi. Une allocation aussi, si tu veux, mais très intéressante. C'est pour ça. Ouais. Et puis, le parcours de Bruno est intimement lié à son parcours professionnel, mais bien sûr le parcours de sa famille. Alors, j'ai bien hâte de voir ce qu'il va nous raconter, mais encore une fois, soyez attentifs, parce que je suis convaincu qu'il y aura des choses intéressantes à retenir de ce beau parcours-là. Alors, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, accueillez M. Bruno Labbé. Merci beaucoup, Julien. Merci, Julie. Merci à la Chambre de commerce de me donner l'opportunité de venir vous présenter un peu mon parcours dans le cadre des pros à l'apéro. C'est pas quelque chose d'habituel pour moi de parler de moi. Je suis habitué de parler de nos entreprises, parler de projets. Venir ici pour vous parler un peu plus personnellement qu'est-ce que j'ai fait dans la vie puis qu'est-ce qui m'a amené à être aujourd'hui à la direction des entreprises familiales, c'est quelque chose d'un peu plus particulier, qui peut des fois amener dans des petites zones un peu émotives. Déjà, je vois des gens ici ce soir là, qui sont venus, puis j'apprécie beaucoup. Là, je suis ému, je vois la gang de Réseau Charlevoix, et ça me touche beaucoup. Donc, je vais essayer de vous faire ça un peu, là, c'est pas improvisé, là, je connais mon histoire, mais de vous faire ça un peu regroupé. J'ai réfléchi, je pense qu'il y a 3 grands
en bloc. Il y a la partie du début, de mes origines, de ma jeunesse, de mes études. Il y a la partie de mon implication dans les entreprises familiales et il y a la partie implication aussi au niveau plus social, associatif, là, dans différents secteurs d'activité. J'ai la chance d'avoir dirigé le Genévrier. Je dirige encore aujourd'hui le Genévrier. On a 2 entreprises familiales et d'aujourd'hui de diriger la laiterie Charlevoix. Donc, d'avoir œuvré dans le domaine et du tourisme, puis aujourd'hui de façon un petit peu plus intensive dans le domaine de l'agroalimentaire. Donc, ça m'a permis de toucher à des secteurs qui font que j'ai quand même gravité dans beaucoup de types d'activités. Julien l'a dit, on parle souvent de la famille, les gens connaissent la famille, c'est souvent difficile pour nous de se dissocier, les gens nous reconnaissent comme un groupe familial en affaires ensemble, on est 7 frères, on est rendu dans le cas de la laiterie à la 3e génération, les jeunes de la 4e sont déjà actifs dans l'entreprise, donc on a un positionnement familial très fort, les gens le reconnaissent souvent, les gens nous en parlent souvent. Souvent, ils ne sont pas capables de nous différencier là, les uns des autres. Ils savent qu'on est un labé, mais on est souvent confondus les uns pour les autres. On a parlé à un tel, j'ai appelé à laiterie, M. Labbé qui m'a répondu, ils ne savent pas c'est lequel. Donc, ce positionnement-là, on le vit au quotidien, mais de façon plus individuelle, de moi vous présenter mon parcours, c'est quelque chose d'un peu unique pour moi, puis c'est une première. Donc, merci encore à la Chambre de commerce. Donc, on est une famille de la région, on est une famille de Baie-Saint-Paul. La famille Labbé, ça fait, je vous dirais, au-dessus de 200 ans qu'on est implanté sur le site de la laiterie Charlevoix. Donc, on se considère, je pense, comme une des vieilles familles de la région qui avons œuvré comme mes grands-parents, mes arrière-grands-parents étaient des cultivateurs. Alors, on avait des troupeaux laitiers, on a toujours été dans la production laitière. Moi, j'ai grandi sur la ferme derrière la fromagerie. On a eu jusqu'au début des années 80 un troupeau laitier qui, à l'époque, était quand même un troupeau important. Là, on avait une centaine de vaches laitières en lactation. Pour les années 70, c'était une grosse production laitière. Et mes grands-parents ont démarré la fromagerie en 1948. On fête cette année nos 70 ans. Et mon père a démarré le Genévrier en 1965. Donc, moi, ma jeunesse, je suis le dernier de la famille. Alors, évidemment, j'ai une histoire un peu différente de celle de mes frères. Mes frères les plus vieux qui sont aujourd'hui dans la mi-soixantaine, fin soixantaine. Moi, j'ai 55 ans. Donc, on a des histoires familiales qui se recoupent, mais qui sont pas identiques. Mais moi, j'ai grandi dans un milieu avec une ferme, un troupeau de vaches, les foins, un camping, puis une fromagerie. C'était 3 business qui roulaient tout en même temps, puis qui roulaient surtout l'été. Toute mon enfance s'est passée là. J'ai tiré les vaches jusqu'au début de la vingtaine, empaqueté du fromage, travaillé à l'accueil du camping. Donc, ça a été ça, le quotidien de mon enfance, de ma jeunesse. Il y a ici quelqu'un que j'ai retrouvé, Martin Ouellet, qui vient d'arriver au musée de Charlevoix, qui a été un ami d'enfance, un petit cousin de la famille, qui a passé ses enfants, sa jeunesse au camping. On avait 3, 4, 7, 8, jusqu'à 10, 12 ans, puis on passait nos étés à jouer ensemble au Genévrier. Donc, ça a été ça, principalement, ma jeunesse. Ce qui fait que j'ai baigné très tôt dans un monde entrepreneurial. C'était évidemment notre père qui était à la tête de tout ça. Nous, on était le cheap labor. Mon père a eu la chance d'avoir 7 garçons. La chance ou la malchance, dépendamment à qui on s'adressait. Quand on s'adressait à ma mère, c'était la malchance. Quand on s'adressait à mon père, c'était « t'es chanceux, t'as 7 gars ». Mais c'était vraiment du cheap labor. On travaillait à la ferme, on travaillait à la laiterie, on travaillait au camping, plus ou moins rémunéré. Donc, ça a été ça beaucoup, ma jeunesse. Donc, dans un milieu entrepreneurial, mais surtout dans un milieu où on travaillait beaucoup. Et je suis parti étudier relativement tôt à Québec. J'ai fait mes études secondaires à Québec, mais les étés se passaient à Baie-Saint-Paul. Puis pour moi, les vacances commençaient au mois de septembre. Quand on avait passé juin, juillet, août à la ferme, au camping, à la laiterie, où les journées commençaient tôt le matin avec la traite. Quand on finissait la traite, on s'en allait empaqueter un bassin de fromage. Sinon, on allait dans le champ parce qu'il y avait une journée de ramassage de foin à faire. Puis on finissait la journée au camping parce que de 4 heures à minuit, il fallait s'occuper des campeurs. Le camping était plein et souvent jusqu'à minuit, 1 heure du matin. Puis le lendemain matin, ça recommençait. Et c'était comme ça 7 jours sur 7.
Fait que moi, le goût d'étudier, là, ils n'ont pas eu besoin de me botter le derrière. J'avais compris que si je voulais pas passer ma vie à travailler 7 jours sur 7, j'étais mieux d'étudier. Fait que j'étais bien content au mois de septembre de repartir pour Québec. C'était comme les vacances qui commençaient pour moi. Ça a été ça, donc, tout mon secondaire, jusqu'à mes études universitaires. J'ai travaillé à Baie-Saint-Paul tous mes étés, jusqu'à la fin de mon bac universitaire. Je revenais à la maison, je revenais dans les entreprises. J'ai passé 10 étés où ma job, au-delà de travailler à la ferme puis travailler à la laiterie, j'ai passé 10 étés où ma job, c'était à l'accueil du génévrier. Donc, j'ai passé 10 étés à recevoir des clients, à recevoir des plaintes, à gérer du monde pas content, à développer des outils de communication. Tu es à l'accueil, tu es au téléphone, tu parles avec du monde, les clients arrivent, il fait pas beau, ils sont en maudit, leur terrain est pris, le voisin chiale, le chien du gars d'en arrière jappe. Ça a été ça mon univers pendant une dizaine d'années qui m'ont permis de développer des outils qui me servent encore aujourd'hui. C'est idiot à dire, mais de travailler à la réception d'un terrain de camping, ça a été pour moi une école extraordinaire de communicateur, puis de capacité à gérer une mini-crise, puis gérer du mécontentement, puis de faire en sorte que finalement, les gens qui arrivent en vacances sont heureux, puis sont contents, puis on fait une petite pirouette, on lui raconte une petite menterie, puis oups, ils sont repartis, puis ils pensent qu'on a fait une erreur, puis finalement, ils s'en vont en se disant « Ah, c'était pas si pire que ça ». Donc, ça a été une école pour moi, puis ça a été aussi ça a été formateur, puis dans mon cheminement futur, ça m'a beaucoup, beaucoup servi. Durant ces années-là, bon, j'étais au secondaire, cégep, j'avais toujours en tête, j'ai toujours été quelqu'un d'assez rigoureux, donc j'avais toujours eu une propension vers les sciences, vers les choses un peu plus structurées. De ma jeunesse jusqu'à mon entrée à l'université, mon rêve d'envie, c'était d'être architecte. J'ai rêvé de ça jusqu'à 6 mois avant de rentrer à l'université. 1982, ceux qui sont un peu plus vieux se souviennent, les taux d'intérêt sont à 17-18 %. L'industrie de la construction est complètement à terre. Il n'y a plus personne qui bâtit des maisons, il ne se fait plus grand-chose. Puis moi, je m'apprêtais à rentrer à l'université en architecture. Alors, j'ai un peu, par accident, réorienté mon cheminement parce que c'était comme une job, c'était comme un chômage garanti. Là. Je serais devenu un bachelier chômeur garanti en architecture. Alors, je me suis dirigé vers l'ingénierie, qui était ce qu'il y avait de plus proche et de plus connexe. J'ai fait une formation en génie mécanique à l'Université Laval. Et je suis sorti de là, puis j'ai eu la chance de commencer tout de suite à travailler. J'ai été pendant une douzaine d'années comme ingénieur de projet à l'usine de papier d'Aïchewa à Québec. Comme ingénieur, j'ai commencé là, en bas de l'échelle, mais rapidement, là, j'ai évolué dans l'entreprise. Tout au long de ces années-là, Baie-Saint-Paul est toujours là. Donc, j'ai été 25 ans, toutes mes années d'études, toutes mes années de professionnel comme ingénieur. J'ai été 25 ans à Québec, mais Baie-Saint-Paul était toujours derrière. Je pense que je peux compter sur les doigts de 2 mains les week-ends où je ne suis pas revenu à Baie-Saint-Paul durant toutes ces années-là. Alors, c'était ancré très fort. C'était évidemment la situation familiale, les entreprises, mais il y avait un attachement très profond. Puis tout au long de ces années-là, je me disais toujours, bah, peut-être qu'à un moment donné, si ça donne, ces 2 petites entreprises qui sont là, le génévrier, ça fonctionne, la laiterie, ça fonctionne. Mon père est encore là à l'époque, est encore relativement en santé. J'avais quelques-uns de mes frères dans l'entreprise. C'était pas un but ultime puis une vocation, mais c'était là dans le derrière de ma tête de dire, ben, à un moment donné, peut-être que je reviendrai. J'ai jamais mis ça de côté, ça a toujours été une option. Donc, j'ai fait un bout de carrière en génie, une carrière qui allait bien, qui était agréable. J'en ai profité à temps partiel pour faire un MBA durant ces années-là. Donc, ça m'a donné aussi des outils intéressants comme gestionnaire. Puis, je le faisais pas pour mes besoins en ingénierie, c'était pas vraiment utile, mais plus en me disant, ben, un jour, peut-être, je ferai d'autres choses, soit dans ma carrière d'ingénieur ou soit de retour à Baie-Saint-Paul, puis ça pourra me servir. Ma formation comme ingénieur, évidemment, ça a été aussi un outil qui me sert encore aujourd'hui comme gestionnaire. C'est un outil qui te demande à développer une rigueur, une capacité d'analyse, de composer avec des concepts un peu plus complexes, d'être capable de mettre de côté, de prendre des décisions. Donc, il y a tout un volet technique,
mais toute une structure analytique dans la formation d'un ingénieur qui me sert encore aujourd'hui comme gestionnaire d'entreprise, puis comme gestionnaire dans différentes organisations. Alors, cette formation-là m'a permis de faire un travail d'ingénieur, oui, mais m'a aussi permis de faire une job de gestionnaire. Puis quand la décision de revenir dans l'entreprise familiale a été prise, de mettre à profit ces compétences-là, pas juste au niveau des compétences techniques pour gérer des problèmes techniques, mais des compétences de gestionnaire. Donc, j'ai fait ces années-là d'études à l'Université Laval, j'ai fait ces années à Québec, et arrive en 99 une situation au Genévrier qui fait qu'il faut prendre une décision sur la direction de l'entreprise. On est en croissance à cette époque-là, on avait le camping, on a commencé à construire des chalets depuis une dizaine d'années, on est en développement, on est en expansion, ça va bien. L'entreprise commence à avoir, on n'est plus une petite entreprise saisonnière ouverte du mois de mai au mois de septembre, on opère 12 mois par année. Et mes frères me disent, écoute, là, on est rendu à un point où ça va nous prendre quelqu'un en direction. On pense que tu pourrais, si ça t'intéresse, on aimerait ça que tu reviennes. Et avec ma conjointe, à ce moment-là, on a réfléchi une journée et on a pris la décision très rapidement de sauter sur l'occasion. On était en mars 99, puis début mai, j'arrivais à Baie-Saint-Paul. Donc, j'ai donné ma démission à Daishowa. Mes collègues ingénieurs me trouvaient tous fous. Tout le monde me disait, voyons, ça n'a pas de bon sens ce que tu fais là. Tu ne peux pas lâcher une job d'ingénieur dans une usine comme ça pour t'en aller gérer un terrain de camping. C'était, pour ces gars-là et ces femmes-là, c'était un non-sens. 2 ans après, Daishowa avait été acheté par Enron et ils étaient en faillite. Et tous les gars avec qui je travaillais ont perdu le job. Moi, j'étais au camping. Et j'en ai vu évidemment plusieurs. Là, on a eu des occasions à plusieurs reprises de se croiser avec mes anciens collègues de travail. Puis après coup, les gars me disaient, tabarouette, t'as fait la bonne affaire, c'est toi qui étais le plus brillant de nous autres. Tu as eu le bon réflexe, le flair de sortir de cette industrie-là à un moment qui est encore un bon moment, mais qui s'en allait vers un déclin. Puis aujourd'hui, ces gars-là se sont tous réorientés dans d'autres choses, mais ils ont vécu des années difficiles. Donc, ça a été ce move-là qui a été majeur pour moi, pour ma famille, de revenir vivre à Baie-Saint-Paul, mais c'était la concrétisation de quelque chose, c'était pas un rêve, mais c'est quelque chose qui a toujours été là. C'est quelque chose depuis mon enfance qui m'a toujours habité. On a un attachement important à Charlevoix, mais on a un attachement important à Baie-Saint-Paul. Et je pense que l'ensemble des membres de la famille pourraient témoigner de la même chose. Et on a toujours essayé de redonner, de faire en sorte, de par nos actions dans nos entreprises, que ça ait des bénéfices pour la communauté. Ne serait-ce que d'opérer un camping qui en été peut rentrer entre 2500 et 3000 personnes. Tous des gens de l'extérieur qui viennent séjourner ici. Donc, souvent à la blague, je dis aux gens, vous savez, dans Charlevoix, l'été, la 3e plus grosse municipalité, c'est le Genévrier. Après Baie-Saint-Paul et la Malbaie, la plus grosse municipalité de la Charlevoix, c'est le Genévrier. Puis le gérant de Genévrier, il est un peu comme le maire de cette municipalité-là, parce que gérer un camping, c'est un peu comme gérer une ville. Tu as des problèmes d'eau potable, des problèmes d'eau usée, des problèmes de chemin, des problèmes de sécurité. Tu vis à peu près tous les mêmes problèmes que vit une municipalité, mais à petite échelle. Donc, ça a été ça de 99 jusqu'à aujourd'hui. Parallèlement, la laiterie est là. Je m'occupe du Genévrier à temps plein. Mes frères s'occupent de la laiterie, mais la laiterie se développe. On a des projets, on est en développement aussi. On est en développement au Genévrier, on construit des chalets, mais on est en développement à la laiterie. Et il y a un côté technique à la fromagerie qui est plus particulier. Donc, évidemment, mes compétences d'ingénieur sont mises à profit pour la gestion des projets. On construit des nouvelles salles d'affinage, des systèmes de réfrigération. On a bâti une usine de traitement des eaux usées en 2010. Donc, tous ces projets-là m'occupent en parallèle de la gestion quotidienne du Genévrier. Je m'occupe du technique pour la fromagerie, tout en ayant un œil un peu sur les autres activités. On est une gestion un peu collégiale dans la famille. Il y a des gens qui sont à des postes bien spécifiques, qui ont des rôles spécifiques, mais on gère quand même de façon collégiale. On s'assoit beaucoup ensemble, on échange beaucoup. On se voit toutes les semaines. Les gens, des fois, souvent, là,
les gens de mon autre, du milieu où j'étais avant ne comprenaient pas qu'on peut être rendu des frères à 30, 40, 50 ans, puis qu'on se voit 7 frères, puis qu'on se voit encore, pas tous les samedis matins, les 7 ensemble, mais presque. Et c'est encore ça aujourd'hui. Et on a encore des occasions multiples de se retrouver en famille, toute la gang, et ça finit toujours par parler de business. C'est pas, c'est un petit peu, on est une famille un peu patriarcale, il faut le dire. Là. On est 7 garçons dans une famille où mon père était assez autoritaire et assez présent. Donc, on a un pattern de famille où souvent les gars, les filles se retrouvent, les belles-sœurs se retrouvent d'un bar puis jasent, puis les gars se retrouvent de notre part, puis on jase business, on jase projet, on jase développement, on jase de tout ce qui nous intéresse, mais ça tourne souvent autour de ça. Donc, cette réalité-là, on la vit encore aujourd'hui. Mais tout au long de ces années-là, le samedi matin, le dimanche matin, on prend un café, la gang ensemble. On a des employés avec nous qui sont à travers la famille. Puis c'est une espèce de gros melting pot de gens de la famille, puis de gens de notre entreprise qui viennent, puis qui sont assis avec nous autres, qui prennent un café. On a des gens qui travaillent avec nous depuis 30, 35 ans. Donc, on a une équipe d'employés dédiés, une équipe qui est fidèle. Et pour nous, c'est la famille élargie, notre famille des employés de la laiterie et des employés du génévrier. Donc, tout ce monde-là, souvent, là, ça se mélange. Puis on a beau arriver le samedi matin, être 2, 3 frères ensemble. Il y a des employés qui arrivent, ils viennent s'asseoir, viennent prendre un café avec nous autres, on jase avec eux. Puis quand on veut vraiment parler business, on s'en va dans le bureau, puis on s'isole, mais on est toujours très ouvert. Donc, cette réalité-là, elle a fait que je me suis quand même impliqué dans beaucoup d'orientation de la laiterie puis du développement de la laiterie. Le cheminement de l'entreprise a fait aussi que, bon, je suis le plus jeune, mes frères étaient dans la cinquantaine il y a 10 ans, aujourd'hui ils sont dans la soixantaine avancée. Donc il y a un esprit relève, transition, comment on fait ça. Le plus vieux était à la direction générale de la fromagerie. 2012-2013, on commence à jaser. Bon, on fait quoi? Je m'occupe du génévrier, je suis plus jeune. Et on prend la décision en 2015 que je vais cumuler et la direction générale du génévrier et la direction générale de la fromagerie. Donc, depuis 2015, j'assume les 2 rôles. Je me suis adjoint quelqu'un au génévrier pour les opérations quotidiennes, M. Froment, là, qui est avec nous depuis 3 ans, donc qui gère le quotidien du génévrier. Moi, je continue d'administrer le volet orientation, développement, vision future. Et je suis maintenant installé à la laiterie, puis je passe, je vous dirais, 90% de mon temps à m'occuper des opérations de la laiterie, tout ce qui est développement, projet. Donc, aujourd'hui, c'est mon quotidien. C'est beaucoup ça qui m'occupe, tout en gardant un œil sur le génévrier, qui est toujours mon bébé un peu dans le coin que j'ai fait grandir de 1999 jusqu'à aujourd'hui. Donc, depuis les 20 dernières années, là, ça a été beaucoup mon travail à moi de faire cheminer le génévrier. Mais Génévrier est une entreprise qui est aujourd'hui un peu plus à maturité, avec des potentiels de développement et de croissance moindre. C'est une entreprise qui va bien, qui vogue, mais qui est rendue pas mal à sa maturité. Alors qu'au niveau de la fromagerie, on est quand même dans des phases de développement encore intenses. On a encore beaucoup de projets. Et je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Donc, c'est mon cheminement de gars de Baie-Saint-Paul qui est allé à l'extérieur, qui est allé étudier, mais qui est revenu, puis qui, des fois, écoute les gens dire qu'il faudrait faire en sorte que les jeunes... faudrait pas que les jeunes partent de la région, mais moi, je ne crois pas à ça. Il faut que les jeunes partent de la région. Il faut que les jeunes aillent voir ailleurs, puis il faut que les jeunes aillent se former, puis apprendre autre chose, puis il faut trouver des façons de les faire revenir dans la région. Il faut trouver des façons on ne les fera pas tous revenir, mais il faut trouver des façons que plusieurs d'entre eux aient du plaisir, trouvent des ouvertures à venir rapporter ce qu'ils sont allés chercher à l'extérieur, l'expérience, la formation, bagage académique, bagage professionnel, puis de revenir à 30 ans ou à 35 ans ou à 40 ans ou plus, mais de revenir dans la région. C'est ça qu'on a à faire comme région, comme gens d'affaires, comme structure économique, d'être capable de donner à ces jeunes-là des conditions pour les intéresser à revenir. Alors pour moi, ça a été ça mon cheminement. Je suis allé chercher beaucoup de choses à l'extérieur. Puis tantôt, je vous disais, ma formation d'ingénieur me sert beaucoup. Ma formation du génévrier m'a servi aussi énormément. Les ingénieurs, on n'est pas reconnus pour être des grands communicateurs. Je vois mon chum
qui est en arrière, qui en est un aussi, qui est aussi un bon communicateur. Mais c'est pas une de nos compétences les plus développées à l'université. Mais le bagage que moi j'ai eu du Genévrier, de ce contact-là avec une clientèle touristique pendant autant d'années, a fait un mix qui fait que j'ai développé des aptitudes que plusieurs autres gens du monde du génie puis du monde des sciences n'ont pas nécessairement. Puis ça m'a amené à mon autre secteur d'activité dont je vais vous parler, qui est une implication un peu sociale, mais sociale d'affaires. Là. C'est pas, je ne suis pas social dans le sens pur du terme. Là. Donc, à mon arrivée ici, quand je suis revenu en 1999, je travaillais dans un bureau à Québec, dans une usine de papier comme ingénieur. Puis, le premier matin, je m'assois dans mon bureau au Genévrier. Puis, il y a une jeune fille de Baie-Saint-Paul qui avait réservé un mariage au Genévrier au mois de juillet. Puis là, elle venait me rencontrer pour organiser les détails de son mariage, de sa soirée, de son souper. On la recevait au Genévrier. Moi, j'étais dans un bureau d'ingénieur le vendredi, puis le lundi matin, je suis en train d'organiser un mariage. Ce matin-là, je me suis dit, Christy, qu'est-ce que tu fais là? T'es fou, tu t'es fourré complètement. Là. Je venais de lâcher une job de professionnel, puis j'étais en train d'organiser un mariage. J'ai un petit peu battrippé ce matin-là, mais ça a vite passé. Je me suis vite retourné en me disant, non, c'est correct, tu as fait le bon choix, puis tu es bien parti. Mais rapidement, je me suis rendu compte que j'avais beau avoir grandi sur un terrain de camping, puis dans une fromagerie, que je connaissais ça à peu près, mais je ne connaissais pas vraiment ça. De tourner autour, puis de s'amuser, puis de regarder ça de loin, c'est une chose. D'être assis en arrière de la table du gars qui bosse, puis du gars qui prend une décision, puis qu'il faut qu'il colle les shots, puis qu'il trouve les orientations, c'est une autre histoire. Et rapidement, j'ai compris qu'il fallait que je me forme, puis que je me développe des compétences, puis des connaissances dans des milieux que je n'avais pas. Que oui, être ingénieur, c'est une chose, mais gérer un camping, gérer des ressources humaines, gérer des opérations, c'est autre chose. Donner un coup de main à la fromagerie, c'est encore autre chose. Et rapidement, j'ai essayé d'aller voir un peu c'était quoi notre industrie, c'était quoi notre secteur d'activité, dans quel environnement est-ce que je gravitais. Je me suis retrouvé à l'ATR. Là, je pointe Jacques parce que Jacques a été de longues années un de mes collègues d'ATR. J'ai été là par curiosité, j'ai été là pour apprendre. Et rapidement, je me suis retrouvé, on me dit hey, « tu as l'air de savoir de quoi tu parles, puis tu as l'air d'être pas pire. » Puis peut-être que mon nom de l'abbé aussi là, servait un peu de carte de visite, j'imagine. Sûrement, il y en a d'autres qui étaient passés avant moi. Alors, on m'a demandé hey, « viens-t'en donc à l'ATR, viens-t'en donc au conseil d'administration, ça serait le fun, tu pourrais nous apporter quelque chose. » Fait que je suis rentré au conseil d'administration assez rapidement, je pense en 2000. Puis j'ai fait la même chose à l'Association des terrains de camping. Moi, je gère un camping, alors j'ai dit, pour comprendre mon industrie, pour savoir ce que je fais, je suis parti, puis j'ai commencé à aller aux réunions de l'association, à aller au colloque, puis aller au congrès de l'association. Puis ces deux éléments-là ont peut-être été des choses les plus payantes pour moi, puis pour mes entreprises. D'aller chercher de l'expertise, chercher de la connaissance, d'aller voir c'est quoi qui se passe ailleurs. Qu'est-ce qu'ils font nos compétiteurs? Puis la région de Charlevoix, ça se vend comment? Puis c'est qui les touristes qui viennent dans Charlevoix? Puis ils viennent d'où? Puis on les appelle comment? Puis on les attire comment? Cette dynamique-là, c'était l'ATR. Puis la business du camping, ça se gère comment? Puis comment mes collègues de l'industrie louent leur terrain à des saisonniers? Puis comment est-ce qu'ils opèrent leurs eaux usées? Puis cette expertise-là, c'est pas assis en arrière de ton bureau, la porte fermée, que tu peux la développer. Ça va te prendre 20-25 ans à finir par avoir des réponses à tes questions, alors qu'en sortant de chez vous, en allant voir ailleurs, ben, les réponses viennent plus rapidement. Fait que rapidement, je me suis impliqué à l'ATR, puis je me suis impliqué à Camping Québec. Puis encore là, ben, dans les associations, souvent, quand tu te présentes au micro et que tu parles un peu, ben, on te reconnaît, puis on dit hey, toi, ça serait le fun que une place au conseil d'administration, ça te tenterait-tu? Fait qu'au début, tu dis non, tu as d'autres choses à faire, mais à un moment donné, tu finis par dire ah, je vais aller là, je vais être encore plus proche, puis encore plus présent, puis je vais savoir encore plus ce qui se passe. Fait que je me suis retrouvé au conseil d'administration de l'ATR de Charlevoix, puis au conseil d'administration de Camping Québec. Et de fil en aiguille, ben, on m'a offert de prendre la présidence de l'ATR, que j'ai pris en 2001, je crois, pendant 2001 ou 2002, pendant 8 ans. J'ai été président de l'ATR. Et j'ai été sur le conseil d'administration, je suis encore sur le conseil d'administration de Camping Québec
depuis 18 ans et je termine mon dernier mandat comme président depuis 4 ans, président de l'Association des terrains de camping du Québec. Encore là, on aurait voulu que je prenne la présidence il y a plusieurs années. J'avais celle de l'ATR. Je n'étais pas... à un moment donné, il faut avoir du temps dans sa business aussi. Donc, j'ai dit, je vais être là comme membre du CA, mais demandez-moi-en pas plus. Mais les dernières années, là, à force de me faire tirer par la manche, j'ai fini par dire oui à la présidence. Et je termine un mandat de président de l'Association des terrains de camping. Ces 2 implications bénévoles dans 2 organismes très complémentaires. On est dans l'industrie du tourisme. Un qui est très régional avec une vision, dans une ATR, tu as le manoir Richelieu qui est là, puis tu as un petit gîte à 3 chambres, puis c'est 2 membres. C'est 2 membres qui ont leur droit de parole, puis qui ont des visions de leur industrie, puis qui voudraient que l'ATR fasse des choses pour eux. Puis, au camping, c'est différent. Là, c'est des membres qui se ressemblent beaucoup plus. C'est toute la même industrie, tout le même secteur d'activité. Par contre, c'est des régions différentes, c'est des grosseurs d'entreprises différentes. Donc là, le gars qui a un camping dans le fin fond de la Gaspésie, puis un qui est à 15 minutes de Montréal, c'est pas la même réalité. Fait que tout ça, c'est de l'apprentissage, puis c'est des connaissances, puis c'est une compréhension de ton industrie. Moi, ça m'a permis de prendre une entreprise à un niveau correct, niveau d'opération correct, je parle du genévrier, niveau de rentabilité correct, mais de l'amener à un niveau largement supérieur. Pas parce que je suis bon, puis parce que je suis extraordinaire, parce que j'ai été chercher des outils, puis j'ai été chercher du bagage à l'extérieur de la région, puis à l'extérieur de mon entreprise. Fait que mon implication sociale dans ces organisations-là, elle a été, oui, au profit de l'organisation, puis parce que ça me faisait plaisir de donner du temps et de partager mes compétences, mais aussi parce que c'était rentable pour moi, c'était rentable pour mes entreprises. Ce que j'allais chercher comme bagage, puis comme connaissance. Moi, je suis revenu, je me souviens, d'un des premiers congrès auxquels j'ai assisté à Camping Québec. Je suis revenu chez nous en disant, ça n'a pas d'allure, on ne fera jamais d'argent, on donne nos terrains. On vendait une nuitée de camping 15$ dans le temps. Puis, on vendait une saison de camping 400$. Avec 400$, là, tu passais 3 mois non-stop. Moi, je ramassais tes déchets à tous les jours. Je te donnais de l'eau, de l'électricité. Je faisais le ménage du terrain. On faisait ça pour 400$. Tu arrivais au mois de septembre. Au mois de mai, tu repartais au mois de septembre. Rapidement, en parlant avec des collègues de l'industrie, j'ai allumé. Je dis non, on n'est pas là. On n'est pas dans le game pantoute. Et là, on a commencé à corriger nos prix, on a commencé à se positionner, à regarder le niveau de qualité de service, qu'est-ce qui se donnait ailleurs, on veut être où comme industrie. Cette expertise-là, ce n'est pas dans mon bureau que je l'aurais acquis, puis ce n'est pas assis même à regarder des catalogues, puis à regarder dans des livres. C'est en allant à l'extérieur, puis c'est en s'impliquant dans des associations comme Camping Québec ou comme l'ATR de Charlevoix. Un peu plus tard est arrivé, dans le cadre du projet du Massif, la SOGEP, à l'époque, Société de gestion des équipements publics de Charlevoix. C'est un titre un peu pompeux, mais c'était l'embryon de ce qui est devenu aujourd'hui Réseau Charlevoix, qui gère le train. Et rapidement, j'étais président de l'ATR à l'époque. On m'a sollicité pour faire partie du conseil d'administration, mais on était au tout début du projet. L'hôtel n'existait pas, il y avait la montagne, that's it. Puis dans le projet, il était question de mettre un train entre l'hôtel et la montagne, puis de faire la navette, et puis d'avoir une place publique, puis une salle dans l'hôtel. C'était ça le projet de la SOGEP à l'époque. Alors je suis rentré là-dedans avec plein de bonne volonté. Encore là, on m'a demandé pour me joindre à l'équipe du conseil d'administration. Et de fil en aiguille, après quelques années, on m'a demandé de prendre la relève de M. Jean-Paul Lallier, qui avait été le premier président. Et depuis aujourd'hui, 6 ou 7 ans, je pense, Nancy, je ne me souviens pas exactement, j'occupe la présidence de Réseau Charlevoix. Nancy est assise ici comme directrice générale, donc ça me fait plaisir d'avoir une partie de l'équipe ici. Et ce volet-là, lui, c'est beaucoup je vous dirais, celui-là, c'est beaucoup pour redonner à la collectivité. Je croyais en ce projet-là. On m'a dit que ça pourrait être intéressant que je m'y implique, que ça pourrait donner une belle notoriété puis une belle crédibilité à l'organisation. Tant mieux si on pense ça. C'est pas moi qui le dis, mais je continue à y croire. Puis avec l'équipe qu'on a avec Nancy à la direction, c'est une organisation extraordinaire qui est en train de faire des choses extraordinaires au profit de toute la région. Donc, ça a été ça beaucoup ma motivation, que ce soit l'ATR, que ce soit Réseau Charlevoix. On a une histoire d'amour avec cette région-là. Quand je dis on, je parle de la famille.
On est ancré dans cette région-ci, on est ancré à Baie-Saint-Paul depuis plusieurs générations et on est vraiment des amants de Baie-Saint-Paul, puis de son développement, puis de sa bonne santé économique, puis de sa bonne santé sociale, puis tout ce qui arrive de bon dans la région, on s'en réjouit, puis quand on peut aider, quand on peut être contributif, ben on essaie de l'être. Je m'étais impliqué sur le comité pour la réfection de la rue Saint-Jean-Baptiste. C'est un dossier auquel on croyait fortement comme entrepreneur touristique, comme résident de la région, comme commerçant. On se disait, c'est un non-sens qu'on ne puisse pas profiter de cette opportunité-là puis qu'on ne fasse pas ce développement-là. On s'est impliqué. Il y a plein de gens ici là, que je vois qui étaient sur le groupe avec nous, qui ont travaillé, mais c'est l'effort de tout ce monde-là. Nous autres, on était loin là, de la rue Saint-Jean-Baptiste sur la 138 dans la mare, là, à 4 km. On n'était pas les premiers concernés, mais on y croyait. On croyait à ce projet-là, puis on croyait que c'était majeur pour Baie-Saint-Paul. Puis on voit les résultats aujourd'hui, on voit ce que le centre-ville est en train de devenir. Bien, c'est notre petite contribution, c'est notre petit grain de sable dans ce projet-là qu'on pouvait apporter. Puis on l'a fait par croyance dans la beauté de notre ville, puis dans la beauté de son futur, puis de sa capacité à se développer. Donc, ça a été ça mon profil, ça a été ça mon cheminement professionnel, puis mon implication dans les entreprises. Aujourd'hui, on gère toujours les deux business, on gère toujours de façon collégiale avec mes frères. On est à une étape majeure du développement des deux entreprises. La laiterie fête cette année ses 70 ans. Donc, on a été fondé en 1948 par mes grands-parents. On est la troisième génération à œuvrer à la direction de l'entreprise. On l'a pris à un niveau que notre père nous a cédé, qui était un niveau assez local, petite entreprise régionale. On l'a amené à un niveau de développement aujourd'hui. Bon, ça demeure une PME, mais on vend du fromage partout au Canada, jusqu'en Colombie-Britannique. On vend du fromage aux États-Unis. On a des bureaux à Montréal. Les gens voient souvent la petite fromagerie sur le bord de la 138 avec le petit comptoir de vente. Ils s'imaginent, ben, c'est ça la laiterie, mais la laiterie, c'est une quinzaine d'employés à Montréal, des entrepôts, des bureaux. Toute l'expédition vers l'Ouest canadien se fait de là, une boutique à Lévis, des entrepôts à Québec. Fait que la laiterie Charlevoix d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la laiterie Charlevoix d'il y a 20 ans ou d'il y a 30 ans. Et ce développement-là, il est en explosion. Aujourd'hui, bon, les opportunités sont nombreuses. On est en train de faire plusieurs projets, de travailler plusieurs projets de développement, de croissance. Et parallèlement à ça, on travaille le transfert vers la 4e génération. Et ça, c'est un défi. C'est un défi important. On a plusieurs les 7 frères ensemble, on a 15 enfants. Neveux, nièces et les miens. Donc, on a quand même une relève en nombre. C'est une chose d'avoir une relève, d'avoir des gens qui sont là. C'est une chose de les avoir intéressés et intéressants pour l'entreprise. Mais on a la chance de ne pas juste avoir des enfants, mais d'avoir des enfants qui sont intéressés et qui sont aussi des ressources actives pour l'entreprise. Donc, il y en a déjà 4 d'entre eux qui sont déjà dans l'entreprise actifs. Les autres sont un peu plus jeunes. Les miens, entre autres, sont encore beaucoup trop jeunes pour penser à ce qu'ils vont faire dans la vie. Mais la roue est lancée et on est dans ce processus-là qui est une étape critique dans la vie d'une entreprise. Ça ne se passe pas souvent de faire un transfert générationnel. Nous, on transfère vers la 4e, donc on est au 3e transfert. L'entreprise grossit, la valeur de l'entreprise augmente, le nombre d'individus impliqués est en augmentation. Ma grand-mère était fille unique. Mon père avait une sœur qui n'a jamais été impliquée, donc il était tout seul. Et nous, on était 7. Et là, il y a 15 enfants qui sont impliqués dans le processus. Donc, c'est un petit casse-tête. C'est un défi. C'est un défi familial, c'est un défi organisationnel, c'est un défi financier, c'est un défi fiscal. À tous les points de vue, c'est un défi et ça nous occupe passablement à travers tout le reste, à travers les opérations quotidiennes, à travers les plans de développement, à travers les orientations et les projets. Il y a ce volet-là qui prend présentement une part de plus en plus importante. Notre souhait le plus cher, c'est de réussir ce transfert-là.
puis de faire en sorte que dans 5 ans, 10 ans d'ici, on peut se dire aujourd'hui, c'est la 4e génération qui est aux commandes des 2 entreprises familiales et que ces jeunes-là auront, eux, à prendre leurs décisions, puis après ça, ça leur appartiendra de poursuivre cette histoire-là. Ça reste une histoire pour nous. On ne prend pas une entreprise comme ça, qui a une vie comme la nôtre, à la légère en se disant bah, c'est pas grave si je me plante. On a une espèce, on traîne un patrimoine avec nous, puis on a une espèce d'obligation morale à réussir. Une responsabilité morale à réussir et à dire après, ben, regarde, nos grands-parents nous ont laissé quelque chose, nos parents nous ont laissé quelque chose, puis nous, on veut que ça se poursuive. Et ça reste un défi, mais c'est un enjeu quand même important. Et le nombre de personnes impliquées ne facilite pas nécessairement le processus. Même si ça se passe bien, on travaille une famille qui a une capacité à travailler ensemble, à travailler de façon harmonieuse, mais il reste que c'est des enjeux, c'est des êtres humains, puis ça fait partie de la réalité. Alors, c'est mon histoire. Je ne sais pas si j'ai dépassé le temps qu'on m'avait demandé d'occuper. Merci beaucoup. Veux-tu passer des questions? Oui, Okay. Restez avec nous. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions pour M. l'abbé? C'est Soyez toujours pas la gênés. première, hein, ce qui brise la glace. Ça, c'est mes années de camping, ça, madame. Les unités de camping sont toujours à 15 pièces. Non. Ils sont, écoute, Oui, allez-y. Tantôt, vous avez parlé de faire revenir les jeunes un petit peu. En fait, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez des idées sur comment les faire revenir? Parce que vous avez parlé que c'était quand même nécessaire qu'ils sortent, qu'ils vivent des expériences, mais qu'ils reviennent dans la région. Ça m'intrigue. à la base, c'est pas tous les jeunes. Il y a des jeunes qui vont partir de la région puis qui vont s'en aller vivre à Québec, à Montréal, puis leur trip d'envie, c'est de vivre en ville, puis ils vont revenir ici comme touristes. Ceux-là, on ne pourra pas sauver tout le monde. Mais il y a sûrement des jeunes, c'est peut-être des jeunes de la région qui sont partis qui peuvent revenir, mais on voit des jeunes de l'extérieur qui ne sont pas originaires d'ici, puis qui décident de venir vivre ici. Puis il n'y a pas de discrimination à faire. Un petit gars de Charlevoix ou une petite fille de Charlevoix qui est allé étudier, qui revient, c'est aussi bon qu'un gars de Montréal ou une fille de Montréal qui décide de venir vivre dans la région. S'il y a quelque chose, ça amène du nouveau, ça amène une vision différente, puis ça ouvre les horizons de la région. Mais la réponse à votre question, la plus simple, c'est il faut avoir une région qui est intéressante, qui est attirante, où il y a des opportunités, où il y a des ouvertures, où on peut faire des choses. Ça peut être d'occuper un emploi ou de partir sa business. Moi, je trouve ça extraordinaire. Là. Je vois des jeunes qui se partent des entreprises, des micro-entreprises aujourd'hui à Baie-Saint-Paul, à Lamalbaie, des jeunes début trentaine, quelques-uns de la région, d'autres de l'extérieur, qui n'ont rien à voir avec Charlevoix, mais qui sont tombés en amour avec la région. Ce qu'on a à faire comme région, c'est d'être le plus dynamique possible, d'être le plus vivant possible. Puis vivant, c'est plein de choses. Là. C'est des entreprises en santé, des entreprises qui développent, mais c'est des activités, c'est le festif, c'est toutes ces choses-là qui font qu'il y a une vie sociale, on peut avoir du plaisir à vivre, à élever une famille dans la région. Mais ça passe par beaucoup de choses, mais ça passe par un dynamisme. Puis je pense qu'on a ce dynamisme-là. Il y a 20 ans, moi je vous dirais, au début des années 80, je travaillais au Genévrier, à l'accueil. Puis on avait les 15 jours de la construction, qui étaient toujours en juillet à l'époque. Aujourd'hui, on déborde en début août, mais à l'époque, ça se terminait toujours avant le 31 juillet. Puis le dimanche de la construction, c'était le line-up pour sortir. Le dernier dimanche de la construction, le 28, 29, 30 juillet, c'était le line-up pour sortir. Puis le lundi matin, moi j'étais à l'accueil, puis on jouait au Scrabble. On aurait fermé les portes, puis ça aurait été pareil. Là, on était le 31 juillet, 1er août, dans ce coin-là. On jouait au Scrabble. La petite fille du restaurant, moi, puis une couple d'autres, puis là, on n'avait rien à faire. Il n'y avait personne. Ça, c'est début des années 80. Aujourd'hui, la saison, elle va jusqu'à l'Action de grâce. On roule, les fins de semaine, c'est plein l'automne. Le mois d'août, c'est plus fort. On a vécu les derniers étés des meilleurs résultats en août qu'en juillet. Alors moi, je vous remonte à il y a 25 ans, 30 ans.
Le mois d'août, dans Charlevoix, c'était fini. Ça, c'est avant le symposium, puis avant beaucoup de choses. Mais la région s'est développée. La région offre des choses aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Après la construction, on roulait les trottoirs. Fait que ça, ce mouvement-là, il est parti. Il est là. Puis je pense qu'il y a un intérêt de jeunes, de la jeune génération, que ce soit des jeunes d'ici ou des jeunes de l'extérieur, mais il y a un buzz pour Charlevoix, il y a un buzz pour Baie-Saint-Paul, puis il faut continuer à travailler ça. Il faut continuer à travailler comme entrepreneur à faire en sorte qu'il y ait des emplois intéressants, puis pas juste des jobs saisonnières, puis pas juste des jobs à salaire minimum. Ça, c'est notre mandat à nous comme communauté d'affaires. Chacun dans notre petit domaine. Nous autres, on le fait dans notre coin, dans notre secteur d'activité, dans l'agroalimentaire. Puis, je n'ai pas fait le pont parce que c'est pas moi qui ai été actif dans ce dossier-là, mais dans le domaine agro, avec la table agro, la laiterie, on a quand même été un joueur important. On s'est impliqué beaucoup, on s'implique encore beaucoup avec la table agro, autant au niveau de la structure de la table et des activités que de serait-ce que d'offrir les produits des producteurs de la région dans notre boutique à la fromagerie. Donc, c'est un autre volet là, qui n'était pas le mien, mais sur lequel on a été actif comme entreprise. Mais la réponse à votre question, pour moi, c'est ça. C'est d'avoir une vie qui vibre dans la région, des entreprises qui sont dynamiques, puis des opportunités d'affaires, autant pour des petites puis des micro-entreprises que dans des domaines avec des plus grandes entreprises. Quelqu'un d'autre aurait une question? C'est sans doute parce que le message était très clair. Mais oui, allez-y. Bruno, vous parliez de la 4e génération. Il y en a qui ont de la misère à se rendre à la 2e. Il y en a qui n'ont même pas de 2e génération. Est-ce que c'est une chance, premièrement, d'avoir ça? Puis qu'est-ce qui a fait qu'il y en a que ça fonctionne? Parce qu'il y en a qui ont beau être à la 4e génération, ils veulent faire tout sauf reprendre la relève. Donc, est-ce que c'est une chance? Puis comment vous avez fait? On me pose souvent cette question-là, puis je n'ai pas de réponse. Parce que je pense qu'il n'y a pas de recette. Il y a un climat, il y a une culture familiale, il y a la culture de l'entreprise, puis il y a la culture de la famille. Mais souvent, ça se recoupe. Et cette culture-là, chez nous, elle est particulière. Elle vient de nos grands-parents, elle vient de notre père. Pourquoi les 7 gars, on n'a pas tout sacré notre camp dans des champs différents? On aurait pu le faire. Il y a plusieurs professionnels dans le groupe. Je ne suis pas le seul. Là. J'ai un autre de mes frères qui est ingénieur, il y en a un qui est médecin. On avait pour plusieurs des formations qui nous auraient amenés ailleurs. Mais il y a une espèce de lien très fort qui nous a unis puis qui nous a ramenés. Des fois, c'était que peut-être que notre père n'était pas facile à vivre, puis ça nous a resserré les garçons ensemble. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, même si on est rendu soixantaine, cinquantaine, on a encore du plaisir à se retrouver. Puis on a encore du fun à prendre un café ensemble le samedi matin, puis à parler de projets, puis à parler de développement, puis de ce qu'on devrait faire à Baie-Saint-Paul, puis ce qu'on devrait faire dans Charlevoix, puis ce qu'on devrait faire dans nos business. Puis cette culture-là, ce climat-là, bien, les jeunes, ils l'ont ressenti. Ils l'ont vécu parce qu'on a beaucoup d'événements, on a beaucoup d'activités familiales, on se revoit souvent. Fait que les jeunes, mes neveux et nièces, qui sont cousins, cousines entre eux, ils se comportent souvent comme des frères et sœurs. Tellement le bonding a été assez fort, on les a tellement réunis souvent ensemble dans des activités de famille ou dans les activités des entreprises que je vois aller mes neveux là, qui travaillent dans l'entreprise, puis entre eux autres, c'est comme si c'était leur frère. Là. Alors, ça, c'est la particularité chez nous. Puis cette recette-là, je ne peux pas te l'écrire, puis elle ne peut pas se transmettre. Puis c'est pour ça que réussir une relève d'entreprise, c'est propre à chaque. Il n'y a pas 2 modèles qui se ressemblent, puis il n'y a pas de recette magique pour le réussir. Chez nous, ça fonctionne. Est-ce que ça va fonctionner encore pour les 50 prochaines années? On ne le sait pas. Il faut réussir la nôtre, il faut réussir notre transfert. Mais c'est beaucoup la culture familiale qui a teinté la culture de l'entreprise et un peu la culture de l'entreprise qui a aussi teinté la culture familiale. Être en affaires en famille, c'est une chose. Être en affaires, déjà, c'est une chose. Tu te lèves le matin, là, tu n'as pas le même minding que si tu travailles de 8 à 4, puis que tu as tous tes week-ends, puis quand tu es sorti de la shop, c'est plus ton problème, il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe de ce que ça marche. Tu n'as pas le même minding que quand tu te lèves à tous les matins. Puis la shop, elle roule 7 jours sur 7. Le genévrier roule 7 jours sur 7. La laiterie roule 7 jours sur 7, 365 jours par année. Dans le cas du genévrier, c'est 24 heures sur 24. Il arrive des problèmes la nuit au genévrier. Fait que tu as un minding d'entreprise. Tu ne peux jamais te lever le matin et tu n'es jamais off. Tu sais, tu n'es jamais... moi, pour être off, il faut que je parte en vacances, il faut que je m'en aille loin. Il faut au moins que je prenne l'avion.
Nancy a partage avec moi. Ça devient comme ton ADN. Là. Tu te lèves jamais le matin en disant hey, « je suis en week-end aujourd'hui ». Ça n'arrive pas. Mais ça fait partie. Quand je dis que la culture de l'entreprise teinte la culture de la famille, c'est comme ça pour tout le monde. Puis c'est avec nos jeunes qui sont souvent à l'œuvre là, tôt dans leur vie de jeunes. À 14-15 ans, on commence à les faire travailler. Puis il n'y a pas de semaine, puis il n'y a pas de fin de semaine. Puis, fait que cette culture-là, elle se transmet comme ça. Puis ça se développe. Mais je ne peux pas répondre à comment faire pour que ça marche. Il n'y a pas de recette magique pour que ça soit un succès. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Soyez pas gênés. Monsieur Dufour, si vous voulez bien dire le mot de la fin. Wow, quel beau message, Bruno. Merci beaucoup. Quel beau discours. Écoutez, tout d'abord, je pense que maintenant, vous comprenez pourquoi, il y a quelques années, lors d'un gala, du gala Charlevoix, notre grand gala Charlevoix reconnaît, nous avions élevé la famille Labbé au rang de grands bâtisseurs charlevoisiens. Je pense que ce que vous venez d'entendre démontre hors de tout doute que le choix que nous avons fait à ce moment-là, était tout à fait mérité. Encore une fois, bravo aussi à toi et à ta famille pour s'assurer de mettre en place tout ce qu'il faut pour assurer cette pérennité intergénérationnelle afin de faire en sorte que cette belle entreprise que vous avez ici à Charlevoix puisse continuer d'exister plus tard. Le message que tu nous as transmis, bien écoutez, un message, il y a beaucoup de choses à retenir, un message de passion, un message de respect, un message d'amour. Ce que je retiens aussi pour Charlevoix, vous êtes des porte-étendards et des porte-drapeaux incroyables pour notre région et ça, c'est tout à fait méritoire. Bravo Bruno, c'est extraordinaire. Tu as osé, l'anecdote que tu nous racontais, lorsque tu as quitté un emploi incroyable pour te revenir nous trouver ici à Baie-Saint-Paul, tu as osé, tu as foncé et aujourd'hui, je pense que tu as réussi vraiment, tu avais fait le bon choix, c'est clair que tu avais fait le bon choix à l'époque. Alors encore une fois, merci beaucoup, merci d'avoir été aussi généreux, merci à vous tous aussi d'avoir été là avec nous. Un ou deux petits messages avant de vous quitter. Merci beaucoup aussi à Benoît, présentateur encore une fois. Merci Benoît. Merci aussi à la laiterie Charlevoix pour nous permettre de déguster les petits fromages et les petites bouchées qu'il y a ici pour nous. Merci aussi. Oui, je dois vous inviter pour la dernière rencontre. Julie, es-tu là, Julie? C'est-tu la dernière de l'été? Même pas? Hé, Caroline, on est chanceux, on va en avoir d'autres. Le 24 mai à la Malbaie, le pro invité, Clément Turgeon, directeur général du festival à succès, qu'on appelle le Festif, que vous connaissez bien. Alors, ce sera Clément qui sera des nôtres. Oui, à la Malbaie, à la bibliothèque de la Malbaie. Yes. Alors, c'est un rendez-vous. Soyez au courant et soyez vigilants par rapport à l'heure et tout ça. Alors, encore une fois, je vous souhaite de passer une belle soirée. Et en terminant, je pense qu'encore une fois, on se lève debout et on démontre notre dynamisme et on remercie. Merci Julien. Merci.